Symbole de la peine de mort aux États-Unis, la chaise électrique se place en nombre en seconde position des méthodes d'exécution, loin derrière la pendaison. Cependant, il convient de relativiser cette statistique, car nous devons prendre en compte le fait que la pendaison fut utilisée bien plus longtemps que la chaise électrique. La mise à mort par pendaison fut employée dans les années 1700, alors que la chaise électrique ne fut inventée que vers 1880. Il faut néanmoins attendre 1916 pour que la chaise électrique dépasse, en termes d'utilisation, la pendaison. Depuis la fin du moratoire sur la peine de mort de 1976, la chaise électrique fut utilisée plus marginalement, avec 162 emplois depuis 1977. Si le Texas est l'État où la peine de mort est le plus souvent prononcée, avec 570 exécutions depuis cette même année, c'est la Virginie, 170 peines de mort prononcées, et le Tennessee, 13, qui eurent le plus souvent recours à la chaise électrique, ayant chacune recouru 6 fois à ce procédé. De nos jours, c'est l'injection d'un cocktail de produits létaux qui est le plus souvent employé, avec 1342 recours à ce procédé durant la même période, car jugé plus humain. La chaise électrique naquit en grande part d'une bataille d'ego et d'une guerre économique. Mais surtout, elle fut la conséquence d'une réflexion sur la peine de mort et des procédés jugés indolores pour la pratiquer. En effet, la pendaison, largement employée jusque-là, connut son lot de controverses. Si la pendaison avec chute rend le supplicié instantanément inconscient, il est arrivé par le passé que le supplicié ne meurt pas sur le coup. Et il est même arrivé que le condamné à mort mette plusieurs minutes à mourir par suffocation. Généralement, après un dernier repas et une ultime prière, le condamné est vêtu de l'uniforme de la prison. On lui fait porter une couche à cause du relâchement des sphincters au moment de l'exécution. On lui rase la tête en partie afin de garantir une meilleure conductivité du courant. Le détenu est alors mené dans la salle d'exécution, puis sanglé sur la chaise. On lui bande les yeux. On place sur le sommet de son crâne une éponge imbibée d'une solution d'eau et de sel afin de garantir que le courant aille directement dans le corps. Puis une électrode en forme de calotte est sanglée sur le haut de la tête. Des électrodes secondaires sont alors sanglées sur ses mollets, sur lesquels on a préalablement appliqué du gel conducteur. Ainsi, on s'assure que le courant traverse bien le corps du condamné et que l'exécution soit le plus rapide possible. L'équipe chargée de la mise à mort se retire alors dans une salle et, enfin, une première décharge de 2000 volts est envoyée, pour une durée de 10 secondes, afin de provoquer l'inconscience du supplicié. On interrompt le courant pour le relancer quelques secondes après, avec une tension abaissée à 500 volts, pour une durée de 20 à 30 secondes. Cependant, les procédures d'électrocution peuvent changer au cours de l'histoire et selon les états. Si tout se passe bien, le condamné perd quasi instantanément, en 4 millisecondes, la conscience. Contrairement à une image répandue, le supplicié est dans l'incapacité de crier. Le corps peut cependant se crisper de façon involontaire, à cause de la tension qui traverse son corps. Puis un médecin constate le décès ou non du condamné. Et s'il n'est pas mort, on procède à une nouvelle décharge. Enfin, une fois le condamné déclaré mort, on procède à son autopsie, dès que le corps a refroidi. L'invention de la chaise électrique est intimement liée à une guerre d'ego et à un conflit économique. À la fin des années 1880, l'usage du courant continu est la norme adoptée. Edison, brillant homme d'affaires, détient plusieurs brevets dans le domaine, et il ne compte pas laisser sa place à de la concurrence. À cette époque, la totalité de l'éclairage public est assurée par le courant continu. Edison, afin de tirer profit de la demande croissante en électricité, fonde la General Electric, conglomérat de ces autres sociétés réunies sous une même entité. Mais le courant continu souffre d'un défaut majeur, la perte de tension induite par les câbles de cuivre. Ainsi, le courant doit être produit très près de sa destination. Et voilà qu'un beau jour, un jeune homme brillant se présente à la porte de Edison, un certain Nikola Tesla. Muni d'une lettre de recommandation élogieuse, l'homme est aussitôt embauché par Edison. Tesla juge que le courant alternatif est trop peu efficace, et il met au point un générateur de courant alternatif. Ce dernier a comme principal avantage de pouvoir être distribué sur de très longues distances sans perte de tension significative. Quand Tesla présente son projet à Edison, ce dernier lui rétorque simplement que le courant alternatif n'a aucun avenir. De fait, le courant ne passe guère entre les deux hommes.
et leur collaboration cesse au bout de 6 mois. Tesla crée en 1886 la Tesla Electric and Light Company, mais il ne tarde pas à se brouiller avec ses investisseurs. Aussi, il se retrouve ruiné. Cette même année, un autre groupe d'investisseurs, dont l'industriel George Westinghouse, entrevoit le potentiel du courant alternatif. Tesla est engagé comme ingénieur, moyennant un salaire plus que confortable, et ils entreprennent d'imposer leur courant alternatif. C'en est trop pour Edison, qui ne supporte pas vraiment la concurrence. C'est le début de ce que l'on appellera la guerre des courants. Edison se lance alors dans une campagne de dénigrement et fera des démonstrations publiques visant à démontrer la dangerosité du courant alternatif. Il se livre à des exécutions d'animaux, comme des chiens, des chats, des chevaux et même des singes. Il va en 1902 jusqu'à filmer l'exécution d'un éléphant, Topsy. L'animal avait été condamné à mort après avoir tué 2 personnes au Texas, puis son dresseur au Luna Park de Coney Island. Sur ces faits, Edison profite du débat concernant la peine de mort et des moyens plus humains de l'administrer en proposant un procédé plus rapide et sans douleur, l'électrocution. Edison rentre en contact avec l'ingénieur Harold Brown et avec le dentiste, ingénieur et inventeur Alfred Southwick. Brown avait assisté à la mort accidentelle d'un jeune homme par électrocution. Southwick, lui, avait vu un homme ivre électrocuté après avoir touché un câble électrique. Ensemble, Southwick et Brown conçurent un premier modèle de chaise électrique. Afin de déterminer si oui ou non le procédé est efficace, un test est programmé devant les législateurs. On exécute un orang-outan. La chaise électrique est jugée suffisamment fiable et indolore pour ne pas contrevenir au 8e amendement des États-Unis, relatif aux peines cruelles et inhabituelles. Edison suggère que le mot « être Westinghousé », du nom de son rival en affaires, soit donné au moyen de tuer quelqu'un par électrocution. Mais le mot ne fut jamais adopté. Plattsburgh, État de New York. Joseph Chapleau est un honnête fermier, dépeint comme extrêmement travailleur, mais d'une grande pauvreté. Chapleau est d'origine franco-canadienne, mais parle un anglais remarquable. Be proud of you because you can do what we want au point to do. où il est bien mieux intégré que d'autres travailleurs émigrés. Âgé d'à peine 20 ans, il tente sa chance aux États-Unis pour y vivre des produits de la ferme. Il commence par des petits boulots de ferme, mais à force d'économie, il parvient à s'acheter un petit bout de terre. Sa ferme jouxte celle d'un fermier états-unien bien plus prospère, Erwin Tabor. Chapleau travaille comme un forçat, mais il peine à joindre les deux bouts. Là-dessus, Chapleau accuse Tabor d'avoir empoisonné ses vaches. Ce dernier, on le comprend, le prend assez mal, et une certaine haine s'immisce entre les deux hommes. Sur ces accusations, Chapleau accuse également Tabor de maltraiter ses employés de maison, et des accusations de harcèlement sexuel sont insinuées. La propre épouse de Chapleau aurait été victime de Tabor. Le point d'orgue de la dispute survient un 28 janvier 1889. Ce jour-là, Tabor s'en va chercher ses filles à l'école, à bord de sa voiture à chevaux. Chemin faisant, il tombe sur Chapleau, empruntant la même route que lui en sens inverse. Des noms d'oiseaux sont échangés, et les hommes s'insultent avant d'en venir aux mains. Chapleau s'empare alors d'un pieu en fer et l'abat sur la tête de Tabor. Le crâne ouvert, il meurt sur le coup. Des témoins ont assisté à la scène, et ils préviennent la police. Le meurtrier est aussitôt arrêté. Après un rapide procès, où il est évoqué une possible préméditation, des témoins relatent en effet avoir entendu Chapleau dire qu'un jour il tuerait son rival. Chapleau est condamné à mort. Il devait être le premier à être électrocuté sur la chaise, mais sa peine est finalement commuée en peine de prison perpétuelle, grâce à une pétition en sa faveur, signée par certains jurés l'ayant condamné. Il meurt en prison après ses 60 ans. Buffalo, État de New York. William Kemmler, marchand de légumes, est plutôt défavorablement connu pour son ivrognerie chronique et ses colères monumentales.
Volontiers agressif, sa violence est décuplée par ses fréquentes beuveries. Le 29 mars 1889, après une nuit à s'alcooliser, il est pris d'une fureur contre sa concubine, Tilly. Il accuse en effet sa copine d'infidélité et de vouloir fuir de la maison pour vivre avec un autre homme. Il commence à la frapper, puis il se saisit d'une hache avant de la tuer. Ayant repris un semblant de lucidité, il frappe à la porte d'un voisin en lui disant qu'il venait d'assassiner sa compagne. Suite à un procès expéditif au mois de mai, et il est condamné à mort par électrocution. Son avocat tente bien de faire annuler l'exécution, invoquant que la chaise électrique viole l'amendement relatif aux peines inhabituelles et inhumaines, mais en vain. L'exécution est prévue le 6 août 1890. La veille, on teste avec succès la mise à mort par électrocution sur un cheval. Le 6 août donc, on réveille Kemmler à 5 heures. On lui donne un dernier petit déjeuner, puis on lui accorde une dernière prière. On lui rase la tête, et, à 6h38 précise, on l'installe sur la chaise. On lui bande les yeux. Puis l'équipe d'exécution lui applique l'électrode sur la tête. Une dernière parole de Kemmler. « Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Je m'en vais pour un monde meilleur, et je suis prêt à m'y rendre. » Enfin, on enclenche l'interrupteur fatal. Il n'existe à cette époque aucun protocole strict. Aussi, l'équipe d'exécution ne sait pas vraiment combien de temps elle doit maintenir le courant, et ne sait pas non plus quelle tension est nécessaire à une mort rapide. Une charge de 1000 volts, censée provoquer l'inconscience de Kemmler, traverse son corps. La décharge est maintenue environ 17 secondes, au hasard. Puis un médecin s'approche de Kemmler et le déclare mort. Les témoins avancent cependant que Kemmler est encore en vie, il le voit respirer. Un second médecin l'ausculte, puis il entend son cœur battre. « Rallumez le courant, vite !» crie-t-il. Une seconde décharge de 2000 volts est administrée. Sous l'effet du courant, les vaisseaux sanguins explosent, Kemmler se vide de son sang. Les sphincters, relâchés à cause du courant, laissent échapper urines et excréments. Une odeur horrible, mélange de tous ces fluides et de chair brûlée, envahit la salle. Les témoins se ruent en vain vers les sorties pour fuir ce spectacle macabre. Les témoins crient, vomissent, certains s'évanouissent. Il faut en tout et pour tout à Kemmler plus de 8 minutes pour mourir. À l'autopsie, un médecin constate que la boîte crânienne est brûlée et que le dessus du cerveau de Kemmler a commencé à cuire. Les journalistes rendent compte des détails les plus sordides, allant jusqu'à en inventer. Westinghouse déclara plus tard: « Une exécution à la hache eût été plus propre. » Cette première exécution, déclarée réussite car ayant provoqué la mort de Kemmler, mais un échec total à cause de sa réalisation chaotique, suscita une vive controverse, notamment dans les pays étrangers, qui ne s'intéressèrent de fait plus à ce procédé de mise à mort. Depuis cette première fois ratée, la chaise fut employée 4439 fois. Le plus jeune condamné à la chaise électrique fut un jeune garçon afro-américain accusé du meurtre de 2 fillettes blanches en 1944. Après un procès inéquitable, il fut mis à mort. Le jugement a été annulé un peu trop tard en 2014 pour procès inéquitable. Le dernier condamné en date fut Nicholas Sutton. Sutton purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour un triple homicide, dont celui de sa grand-mère. En prison, il participa à un lynchage mortel d'un autre détenu. Il a été exécuté à Nashville, Tennessee, à 19h26, heure du Tennessee, malgré un appel à la clémence de ses avocats en raison du, je cite, comportement exemplaire de leur client avant ces faits. Il aurait notamment sauvé un gardien de prison lors d'une émeute. Des membres de la famille de la victime sont même intervenus pour faire annuler la mise à mort. Les derniers mots de Sutton. « Je veux louer le nom de Jésus-Christ, roi des rois, seigneur entre les seigneurs. Je suis un serviteur de Dieu reconnaissant et j'ai hâte d'être en sa présence. Je vous remercie. »